Bon, nous voilà tous en ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà donner la parole à Gladys. Elle va animer le débat. Gladys, c'est à toi la parole. Bonsoir tout le monde. Donc là, on est là ce soir parce qu'en fait, il y a Esperanza et sa fille qui vont devoir échanger avec nous par rapport à ce qu'elles vivent. Donc la fille est placée à l'ASE là en ce moment. Donc là, c'est depuis l'ASE. Et sa mère aussi pour nous dire comment elle vit du placement de ses enfants en fait. Donc voilà. On va laisser la parole à Esperanza et à Daniela Daniela, pour nous raconter ce qu'elles vivent depuis leur placement, toutes les histoires qu'elles ont vécues, qu'elles nous les racontent là ce soir. Et nous dire dans quel département elles sont, hein, parce que c'est ce que Christophe dit souvent. Je vous laisse la parole. Esperanza, est-ce que tu es avec nous? Ça a bugué chez elle, Esperanza? Daniela, fala. Daniela, tu peux raconter ce que tu vis, Daniela. Bonsoir à la famille. Bonsoir, Bonsoir. Esperanza. Enfin, tu parles. Dis-nous dans quel département tu es et raconte-nous un peu comment vous vivez le placement des enfants là. Elle va se reconnecter. Ouais, Désolé Christophe, là. ouais, c'est pas grave, ça arrive. Et Esperanza, elle est passée où? Mais il n'y a pas son image. Elle est connectée, Ah, elle est connectée. mais il n'y a pas il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Elle me dit, ça ne va pas la connexion. En fait, c'est un problème de connexion. Vous m'entendez? Oui. Ah, ça y est, on entend, Daniela. Vous m'entendez? Oui, c'est Oui, parfait. meta um pouco mais o volume. Aumenta o volume. Mais Vous là, on m'entendez, l'entend. c'est bon? Oui, oui. Bon, la Daniela, tu peux nous raconter ce que tu dis? Oui. Moi, j'ai été placée pour la première fois au foyer de Paris dans le 14e. Et après, nous sommes rentrés chez nous avec mon petit frère. Et après, on a été replacés dans Saint-Typhon. Et je l'ai très mal vu parce que il y a des jeux qui me frappait souvent à la tête. Et quand je l'écoutais pas, parce que quand il me demandait à faire des services, je voulais pas faire. Du coup, euh, après ça, un jour, on était à la MDS de Vessin et, du coup, de là, j'ai commencé à l'insulter parce que j'en avais marre qu'il me frappe. Et après, il m'a ouvert la lèvre, j'ai saigné, il m'a frappé, il a pris le poing, il a tapé comme ça. Et après, du coup, une fois, j'ai été partie à l'école et ma référente âgée elle est venue, elle m'a euh, elle m'a ramenée dans un foyer à Bretigny.
Après, ils m'ont encore changé de foyer. Ils m'ont mis à Ruben. Et après ça, bah, on faisait que de me changer de foyer. J'allais pas à l'école. Et bah, après, j'ai été placée dans un foyer à Morsan. On Ouais. faisait que de me taper. On faisait que de me taper et après, bah, je fuguais à chaque fois qu'on me tapait. Et après, bah, on m'a encore changé, on m'a encore mis dans une famille d'accueil. On m'a mis dans une famille d'accueil et après, je suis venue dans ce foyer. Et quand j'étais au foyer de Morsan, bah, un jour, je me suis fait violer puisque je marchais dans la rue de Saint-Michel avec mes copines. Et après, à 19h ou 20h, il y avait un garçon qui est venu me draguer. Je lui ai dit non. Il m'a frappé, il m'a ramené jusqu'à chez lui, il m'a violé. Et ma référente âgée, elle, elle, voilà, c'est tout. Tu as entendu son témoignage, Christophe? Tu as le micro Pardon? coupé. Moi? Non, non, c'est pas toi, Daniela. Non, c'est moi qui avais coupé mon micro Ok, pour qu'on entende mieux là. c'est bon. D'accord? Alors, il y avait un moment où tu étais en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est après qu'on t'ait violé que tu étais en hôpital psychiatrique? Oui. Continue à parler, continue à parler. Alors, Bah après, j'étais allée en hôpital psychiatrique. Alors, tu es allé à l'hôpital psychiatrique parce qu'on t'a violé ou c'est parce que quoi? Parce que moi, j'ai appris que tu étais en hôpital psychiatrique. Bah, la première fois, c'est parce qu'on m'a violée. La deuxième fois, c'est parce que j'ai mis un coup de pression à quelqu'un. Tu es resté combien de temps en hôpital psychiatrique après ça? Un mois, deux fois. Deux fois, un mois. 3 fois. Je suis restée 3 un fois? mois. À Mélin, à Longjumeau et à Gilbert Benoît. 3 fois. Alors, Christophe, si tu entends le témoignage de Daniela, en fait, Daniela, tu as bien entendu qu'elle a été violée dans le foyer où elle a été placée. Pour résumer un peu le tout, en fait, ça fait plusieurs foyers où on l'emmène et en famille d'accueil. À chaque fois, elle est battue par les référents de l'ASE dans les endroits où elle est placée, de ce que je crois entendre sur son témoignage. Alors, moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, nous sommes dans la protection de l'enfance. On est bien d'accord que c'est la protection de l'enfance. Quand un enfant est placé à l'ASE, en fait, cet enfant, on décide de le retirer à ses parents pour le mettre dans un foyer pour qu'il soit protégé et pas pour qu'il soit battu par les référents ASE, pas pour qu'il soit violé. Et dans le cadre de l'histoire de la fille d'Esperanza, elle est violée, elle est battue par l'ASE. Et en fait, je ne sais pas si la justice française qui m'entend a mis des choses en place par rapport à ça. Est-ce que vous avez porté plainte quand tu as été violée? Tu as porté plainte? Ta maman a porté plainte? Oui. Tu Non, reconnais pas la ma mère, personne? mais moi, oui. Mais tu as les noms qui t'ont violé ou pas? Pardon? Tu avais une identité?
J'avais quoi? Est-ce que tu connais le nom des personnes qui tu as vu le visage de la personne qui t'a violé ou tu connais son nom? Bah, il s'appelle Dylan et c'est un Congolais. Alors, maman, vous avez porté plainte à la Et il police habite à contre Saint-Michel. Dylan? Il était tout seul? C'est la ZE qui a porté Oui, j'ai plainte. porté plainte. C'est la ZE qui a porté plainte avec elle. La ZE qui a porté plainte. Elle ne veut pas me donner les plaintes. Moi, j'ai eu la plainte. Je suis partie faire encore des plaintes ici chez nous, à l'IL5. On m'a dit ceci, non, madame, on va voir, on va faire l'enquête. On m'a rien remis. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. C'est quand même dramatique. Bon, c'est dans Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend parfaitement bien. On t'entend parfaitement bien. Tu as été outré. Le problème a commencé au foyer de saison. La première fois de saison, l'enfant n'a pas voulu donner quoi aux éducateurs. Les éducateurs il plairait comme il plairait. Daniela est parti dans la toilette. Il est parti se fermer dans la toilette avec un couteau. Il a dit non, ma enfant l'a fait se suicider. Oh, ce n'était pas l'idée. On l'a ramené à l'hôpital de Merlin. Moi, je peux voir mon enfant à l'hôpital psychiatrique. Il dit non, elle est malade parce qu'il plairait. Ils ont ramené l'ambulance pour venir le récupérer avec des pompiers. C'est la première fois. Le second, quand il a quitté aussi l'hôpital de quoi, on a volé son téléphone, on lui a volé tous les bijoux, il avait des bijoux dans le corps, c'est beaucoup d'oreilles. Ils ont volé au foyer de Cesson, village d'enfance. Ils ont maltraité là-bas. Alors, Christophe, ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui se passe à Melun et c'est en Île-de-France. Je rappelle bien, c'est des foyers qui sont en Île-de-France où on a violé une gamine. Tu as quel âge, s'il te plaît, Daniela? J'ai 14 ans. Une gamine de 14 ans. Elle a quasiment le même âge que ma fille. Donc, c'est une gamine de 14 ans qu'on a violée au sein de l'ASE. Je répète, parce qu'en fait, quand je dis à l'ASE qu'on prend les enfants des gens, ce n'est pas pour les faire violer, c'est pour les protéger et non pour les prostituer également. Et donc, du coup, ils me disent, moi, bah non, notre métier, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour ça. Tu étais en foyer à Morson, c'est dans l'Essonne. Tu as été dans quel foyer d'autre? Quel foyer tu étais aussi? À Bretigny. Bretigny sur Orge? Bretigny sur Orge? Oui. Alors, c'est dans l'Essonne, toujours. C'est un foyer qui est dans l'Essonne. Au Sur-Seine. Je ne sais pas où c'est ça. Mais là, en fait, apparemment, là, tu es dans la zone de Melun, c'est ça? Là, je suis à Marie-Lise. Et c'est à Melun? C'est dans le 77? À Marie-Lise. Ça doit être, c'est le 77, ça. Donc, on est en Île-de-France. Oui, et tout ça se passe en Île-de-France. Donc, voilà. Tu as changé combien de fois de foyer? Tu as changé combien de fois de foyer? J'ai changé Rubel, Bretigny. J'ai changé 5 fois de foyer. 5 fois? En combien d'années? Oui. Combien d'années? C'est depuis son placement, elle dit. Depuis son placement, elle ne change pas. Elle est battue, en fait. Quelle année ton placement jusqu'au jour d'aujourd'hui pour les 5 foyers? 2018.
5 ans. Et donc, Voilà. suivi là des cours dans les foyers. Et puis voilà. Là, j'étais en 2018. La première fois que j'étais placée, c'était en 2018. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, toi, tu étais placé en 2018, tu as changé 5 fois de foyer et à l'intérieur de l'ASE, à part le monsieur que tu as violé dehors, que tu as kidnappé et t'as mené chez lui et t'a violé, combien de fois tu étais violé à l'intérieur de l'ASE? Une fois. Et c'était qui? Il s'appelle Dylan. Il vit là-bas, c'est un monsieur, c'est un éducateur, c'est qui? C'est un adolescent de 17 ans. Qui habitait dans le même foyer que toi? Non. Il est venu de l'extérieur. Comment il a eu accès au foyer pour te violer? Hein? Comment il a eu accès au foyer pour pouvoir te violer? Mais en fait, il n'était pas dans le foyer, c'était dehors. C'était chez lui. Ah, c'était chez lui? En fait, il l'a kidnappée, il l'a récupérée, il l'a kidnappée, il allait la violer chez lui. C'est ce qui s'est passé. Les enfants qui sont censés être protégés. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu as déjà eu des propositions de te prostituer là-bas au foyer? Est-ce qu'on t'a déjà fait ce type de propositions? Non. Jamais? Non, Et dis-moi, depuis qu'on t'a mis à l'hôpital psychiatrique, ta mère a dit que tu as beaucoup grossi et moi je te vois que tu as beaucoup grossi. Tu as pris combien de kilos? J'ai pris... J'ai pris... C'est pas grave, Hilda. Non, c'est important. Elle a beaucoup grossi. Sa mère était passée. J'ai pris 15 kilos. 15 kilos? J'ai pris 15 kilos. Il t'est resté combien? Hein? Oui. Et tu es resté combien de temps à l'hôpital psychiatrique? Un mois. Toutes les fois, je suis restée un mois. D'accord. Tu as pris beaucoup de médicaments là-bas pendant un mois? Oui, ils m'ont donné 3 médicaments. Est-ce que tu dormais beaucoup? Tu connais les noms des médicaments? Tu as lu ça? Oui, je dormais. Tu connais le nom des médicaments? Risperidone. C'est le risperidal, là. Risperidone. Drogue les gens avec. La fille de Chantal en est morte avec le risperidal. Et quoi Quel d'autre? autre médicament? Risperidone. Après, Valium. C'est ce qu'on donne. C'est pareil. Moi, ils ont tenté de me faire prendre risperidal. Valium. Et le Terralène, c'est que des produits avec du benzodiazépine. Risperidone, Valium et risperidone et Valium et Terralène. Dis-moi,
C'est avec ça que la France, notre France, empoisonne les vies des Africains en France. On regarde ce que cette gamine subit, elle est sortie de là indemne, mais d'autres enfants ne peuvent pas sortir de là avec ces traitements. C'est des traitements pour cheval, risperidal ou risperidol, comme ils appellent ça, le Valium, le Terralène, c'est des traitements, mais très costauds, très lourds. Et on empoisonne les Africains avec ce genre de médicaments dans des hôpitaux psychiatriques. Et j'aimerais vous dire, Christophe, que c'est grâce à la vidéo qu'on a fait avec Esperanza, sa maman, qu'Esperanza, on ne l'attrape plus dans la rue pour l'amener à l'hôpital psychiatrique. Et on a rétabli les visites avec ses enfants, donc Daniela et son petit frère, mais aussi Esperanza, elle aujourd'hui vit dans la confiance, elle est sereine, elle peut sortir pour s'acheter une bouteille d'eau. Il n'y a plus personne, des ambulances, des policiers qui viennent la chercher pour le mettre à l'hôpital psychiatrique. Et c'est vraiment une femme que, comme vous avez pu entendre, aujourd'hui, elle peut prononcer les mots parce qu'on a cessé de la droguer avec autant de médicaments que ne le permettait même pas de prononcer un mot correctement, comme la première fois qu'on a fait la vidéo. Vous vous rendez compte un peu? Merci beaucoup pour ce soutien parce que c'est suivi, c'est écouté et tout le travail que vous faites, Christophe, sauve des millions de vies, y compris la mienne. Et j'en reste convaincue aussi, Gladys. Alors, merci beaucoup. Et grâce à tout ça aussi, on a pu récupérer Daniela et on l'a mise dans un foyer. Et aujourd'hui, cette jeune femme, elle ne risque plus rien à part laisser que le temps vienne les guérir. Donc, merci beaucoup, Christophe. Merci vraiment pour tout. Je suis aussi des femmes. Par respect du genre féminin. Voilà, ça fait partie de ma vie et je ne sais pas maintenant changer. Je suis au cœur des mamans et par respect des enfants. Voilà. N'est-ce pas, Daniela? C'est vrai que la maman est en sécurité. On a rétabli ses visites médicales, mais aussi il a eu l'intervention quand même de l'ambassade de l'Angola suite à la vidéo qu'on a fait avec la maman. Et donc, toutes ces jeunes gens maintenant commencent à retrouver un équilibre. Esperanza a été 2 fois à la préfecture pour ses papiers. Et je pense que là aussi, c'est sur la bonne voie. Donc, elle attend avoir ses papiers, pouvoir travailler. Et Daniela va commencer à se construire petit à petit. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on va tous pouvoir sortir de cette situation. Et puis, il a aussi, selon les bruits du couloir, une enquête qui est en train de se faire en toute discrétion parce que je constate quand même qu'on est traqué bêtement, gratuitement. Et c'est tout à fait normal que la société prenne conscience et que l'État fasse son travail. Donc, merci vraiment. Esperanza vit dans la sécurité. Elle est plus sereine. Elle parle à sa fille tous les jours, à tout moment, à son fils aussi. On a rétabli tous ses droits de maman et des responsables parentales. Donc, merci. Merci beaucoup. Daniela, est-ce que tu vas à l'école en ce moment? Hein? Daniela, est-ce que tu es allée à l'école cette année? Est-ce que tu es scolarisée? Un trésor, est-ce que tu es scolarisée? Tu m'entends? Daniela, tu es là? Daniela? Daniela? Le micro? Le micro, Daniela? Est-ce que tu es partie à l'école? Tu vas à l'école cette année, Daniela?
Daniela, t'as coupé le son. T'as coupé le son. Est-ce que tu vas à l'école, Daniela? Est-ce que tu es scolarisée, chérie? Tu es scolarisée, Daniela? Je crois qu'elle n'a pas de volume ou elle a encore un problème. Trésor, est-ce que tu entends? Tu nous entends? Je crois qu'elle doit aussi être fatiguée, hein. T'as pas, Oui. Daniela, il y a pas le son là. On remet le son. Euh, Grosso modo, Esperanza, elle dort bien. Esperanza a perdu 5 kilos. Et vraiment, elle voit le bout du tunnel. Elle ne vit plus avec cette peur. Christophe, on attrapait Esperanza partout, à tout moment, et on l'a menée à l'hôpital psychiatrique. C'était affolant. Donc, grâce à la première vidéo qu'on a fait ensemble, on a vraiment réglé le plus gros. Elle voit ses enfants, elle a tous ses droits rétablis, elle parle à sa fille à tout moment. Hors des questions qu'on l'attrape encore dans la rue pour l'amener où que ce soit. Et voilà que maintenant, elle fait les démarches pour avoir les documents. Et donc, elle est très sereine. Et maintenant, Daniela, elle a quand même trouvé la force aujourd'hui de parler pour se défendre. Et tout ça, c'est un chemin fait. Et j'en reste convaincue qu'après tout cela, elle va se sentir très bien et elle va pouvoir aussi reprendre des forces et aller de l'avant. Daniela, est-ce que tu es scolarisée cette année? Non, non, pas encore. Toute l'année, elle n'a pas été à l'école? Elle était à l'école jusqu'au mois de juillet. Le 2 juillet, l'école est finie le 2 juillet. Pour les rentrer scolaires cette année, il ne s'est pas rentré, elle était à l'hôpital. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils attendent pour chercher son école. Il n'a pas encore trouvé l'école pour lui, pour elle. Parce Alors, elle a passé tout ce temps à l'hôpital psychiatrique? Et elle a fait là-bas 3 mois. 3 mois à l'hôpital psychiatrique. Oui, oui, pour le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Le mois de juillet jusqu'à septembre. Oh là alors, là. alors, on est en France. Apparemment, de ce que je sais des lois françaises, l'école est obligatoire. Christophe, je souligne quand même que là, on a une gamine qui se fait violer au sein de l'ASE, où elle est censée être protégée, et derrière, qui ne va pas à l'école. Elle ne va pas à l'école du tout. Et on la Et met à l'hôpital psychiatrique. ils l'ont mis en hôpital psychiatrique, non seulement après son viol, et derrière, ils ne repensent pas à la remettre à l'école. Et pour moi, bah, je ne vois pas où est la protection de l'enfant, là. Je ne vois pas du tout. J'ai du mal à voir où on la protège, puisque elle se fait violer, on la récupère, on l'emmène dans une maison se faire violer. Derrière, ce que l'État français sait faire, c'est la mettre en hôpital psychiatrique, la déscolarise. Derrière, je rappelle, hein, c'est pas une L'année passée, thèse. c'est moi qui ai fait tout possible. J'ai appelé les. Alors, elle a eu un problème de son.
Il faut quand même préciser, Gladys, il faut quand même préciser que la mère et la fille a été amenée à l'hôpital après le viol. On a quand même constaté le viol qui a été d'une agressivité hors du commun dans son intégrité de femme, tous les sens de son corps. Ensuite, on a refusé la plainte, on l'a ramenée au foyer, on s'est mis à l'insulter, la taper. Et quand elle a décidé, bien sûr, de vouloir parler, on l'a mise à l'hôpital psychiatrique, donc 3 mois. Et bien sûr, la maman va au commissariat pour porter plainte. On la prend, on l'amène aussi à l'hôpital psychiatrique. Donc, nous étions complètement désemparés parce que la mère était à l'hôpital psychiatrique, la fille était à l'hôpital psychiatrique. Et on ne me donnait pas accès à la fille. Je demande. Ouais, elle passe des avocats que je demande. Alors, je précise, Christophe, que dans cette histoire-là, ils n'ont pas remis certains documents, hein, ni à la mère, ni à la fille. Hein. Donc, les documents, nous sommes quand même dans un pays des droits soi-disant des droits de l'homme. Et donc, du coup, les documents, en fait, de ces agressions-là, il n'y a que eux, qui ont ces documents-là. Apparemment, ils ont porté plainte. Vu que la mère a été internée les jours qui ont suivi, parce qu'en fait, elle s'est rendue au commissariat, d'après ce que j'ai cru comprendre. Hilda, tu me reprends si je raconte des bêtises. Hein. Elle est partie au commissariat et je crois que soit elle est tombée dans les pommes et derrière, ils ont appelé l'ambulance, ils l'ont mis directement en hôpital psychiatrique. Non, on l'a tapée. La mère? Oui, on l'a tapée et on l'a laissée pour morte. Ah. Et on a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont venus, l'ont réanimée. Apparemment, elle est revenue à la vie. Donc, une petite visite vite fait à l'hôpital pour vérifier le tout et ensuite à l'hôpital psychiatrique. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle porte plainte pour cette histoire. Donc, la mère et la fille étaient à l'hôpital psychiatrique. La fille ne savait pas que la mère était à l'hôpital psychiatrique et on ne me laissait pas avoir accès à la fille parce que, soi-disant, il fallait la protéger. Et c'était au même moment. Du coup, la fille était en hôpital psychiatrique à Longjumeau. C'est toujours dans l'Essonne. Hein. Ce qui se passe là, on est en Île-de-France. Et donc, du coup, ils ont fait ça pour dissimuler toutes ces agressions-là. Ils ont gardé les documents avec eux. Et moi, ce que je me demande, c'est où est la justice par rapport à tout ça? Où est la protection de l'enfance là-dedans? L'ASE est censé protéger les enfants, pas détruire les enfants. Il aussi essaie de détruire les parents pour pouvoir se protéger. C'est la même chose qu'ils ont fait avec chacun d'entre nous, c'est-à-dire nous charger des documents selon notre condition sociale et notre éducation ou notre équilibre psychologique. Et ça dure depuis des années. C'est pas possible. Quand même, il faut que toute la société comprenne que si on ferme les yeux sur ça, chacun de nous sera en danger. Parce que nous, les parents, on est le pilier qui maintient la maison. Si nous, on n'est pas forte et on ne se soutient pas juste par la société de refuser ce type d'abus, à tout moment, ils ont accès à nos enfants. Ce qui veut dire que l'État français, non seulement viole les parents, détruisent la vie des parents, d'après ce que je crois comprendre, et détruisent la vie des enfants derrière. Parce que après, les enfants, c'est du gâteau. Les enfants à une maman ou à un parent pour les mettre à la protection de l'enfance, on est censé protéger un enfant, pas censé détruire un enfant. Parce que voilà la preuve là. Là, on a la preuve. Là, la gamine, elle témoigne, elle est à l'ASE là. Elle est à l'ASE. Et c'est en Île-de-France là qu'elle témoigne. Elle a passé le temps à être battue à tout bout de champ. Elle a changé de foyer à tout bout de champ depuis son placement. Donc, voilà un peu ce que Esperanza et ses enfants vivent. À la base, ils sont venus pour les vacances. Hein. Tout à fait. Ils sont venus en tant que touristes. Tout à fait.
et ils sont gardés en otage sur le territoire français. Oui, 5 ans. Depuis 2018, c'est ça? Depuis 2018. Oui. Donc, moi, ce que j'interpelle l'État angolais, c'est vraiment de faire le nécessaire pour faire en sorte que Esperanza et ses enfants soient régularisés et retournent dans leur pays, que de vivre la torture sur le territoire français. Ce n'est pas possible. Et c'est grâce à la vidéo, le live qu'on a fait avec Christophe, qu'en fin de compte, Esperanza et sa fille ont retrouvé aujourd'hui de la sérénité. Et c'est aussi grâce à l'intervention de Christophe dans le live avec Esperanza que la petite a pu être retirée de l'hôpital psychiatrique, et parce qu'aussi l'ambassade, le docteur, je ne me souviens plus de son nom, de l'ambassade de l'Angola a intervenu. Et donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, la petite est dehors de l'hôpital psychiatrique où elle est restée 3 mois parce qu'il fallait la discréditer, la pétrir pour se couvrir du viol qu'elle a subi. Ils étaient en train de se couvrir. Alors, c'est pas possible. Il a retrouvé la sérénité. Moi, je ne dirais pas qu'elle a retrouvé la sérénité. Bon, ils ont lâché un tout petit, ils les ont lâchés un tout petit peu. Retrouver la sérénité, c'est retrouver ses parents. La maman retrouve ses enfants, etc. Là, ils devraient vivre ensemble. Et le vivre ensemble, pour l'instant, il n'y est pas. Il n'y a aucune sérénité. C'est vrai qu'elle les voit, donc ils ont laissé une petite ouverture, mais ce qu'on aimerait tous, c'est qu'elle retrouve la sérénité, dans le sens, c'est qu'elle récupère ses enfants, déjà, sa santé physique et mentale, parce qu'avec toutes les drogues qu'ils ont données, ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien d'années ils ont drogué cette femme-là et ses enfants. Il faut déjà qu'elle retrouve sa santé physique et mentale, derrière qu'elle retrouve ses enfants derrière, et ensuite qu'il les renvoie dans leur pays. Ce n'est pas possible. La traite des humains, c'est interdit d'après leur loi. L'esclavage a été aboli depuis des années et donc ça continue dans les coulisses. Ce n'est pas possible, ça. Moi, je ne vois pas de sérénité là-dedans. Un enfant doit vivre avec ses parents. Moi, aujourd'hui, j'appelle les médecins. Aujourd'hui, j'appelle les médecins pour me donner le compte d'hospitalisation. J'appelle les médecins pour me donner le compte d'hospitalisation. Il me dit que non, tout ça, c'est Madame Ismaïl, la Z. Tout le problème se trouve à elle. Il a gardé ça, mais les malades ne travaillent pas, mais il a gardé les documents des enfants. Tout ça, c'est pour mieux se couvrir. Encore une fois, ils font en sorte de garder toute la documentation, les plaintes, etc. C'est juste pour se couvrir, parce qu'ils savent qu'ils auront des problèmes par rapport à ce qu'ils ont fait. Gladys, Christophe, dans cet instant présent et les moments que sont en train de s'écouler, la petite ou les 2 enfants au sein de l'ASE, avec bien sûr votre protection via tous ces lives, et rien que le premier avec la maman, ça permet quand même, Esperanza, de se reprendre en main, les enfants petit à petit de se reprendre en main, parce qu'il faut savoir qu'Esperanza, elle est quand même dans un état de détresse émotionnelle depuis 5 ans, auquel à tout moment et à tout bout de champ, on l'attrapait, on le mettait à l'hôpital psychiatrique, on le mettait dans la dite chambre noire, et c'est de suite. Donc, le placement d'aujourd'hui, et j'espère que ça durera peu, ça permet en fait à chacune, à chacun, de retrouver un équilibre et de se ressourcer. C'est la première fois qu'Esperanza peut dormir sans avoir peur qu'on vienne le chercher pour le mettre à l'hôpital psychiatrique. C'était quand même affolant. La chambre noire, là, que tu dis là, c'est la chambre d'isolation. En fait, ils mettent les gens là, en fait, c'est pour s'assurer que la personne n'est pas agressive, etc., etc. Alors que la maman, quand on regarde la maman ou la fille, elles ne sont pas agressives. Hein. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de mettre ces personnes-là dans une chambre d'isolement.
Ils ont quand même enfermé la petite 3 mois à l'hôpital psychiatrique pour la briser psychologiquement, pour pas qu'elle se plaigne du viol qu'elle a subi. C'est quand même incroyable. En lui disant qu'elle était folle. C'est incroyable. De toute façon, ce que j'ai remarqué avec le système, leur système, hein, le système de la fille, c'est qu'en fait, tous les parents dont on vole les enfants sont fous. Tous les parents qu'on a retiré les enfants et placés à l'ASE, de tous les parents que j'ai rencontrés, ont passé de leurs expertises psychiatriques. Ou soit on finit avec des médicaments. Ça, c'est leur façon de faire, c'est leur système. Tous les parents sont fous. Et des fois, tous les enfants comment même dire, ont des problèmes psychiatriques. Et eux, les vrais fous, ils n'ont rien. Ils ne prennent pas de médicaments. Sauf qu'ils font du chiffre avec nos enfants. Parce qu'en fait, nos enfants deviennent quoi? Ça devient leur fonds de commerce. Ça, c'est ce qu'ils ont mis en place. Les parents sont des fous. Au jour d'aujourd'hui, je me demande, c'est qu'en fait, si j'ai un problème avec un de mes enfants, je ne ferai pas le 119. Parce que sinon, je finirais en hôpital psychiatrique encore. Donc voilà le système, leur système ASE. Détruire la vie des gens. Dans le cas d'Esperanza et sa fille, ils se sont accaparés de tous les documents, que ce soit personnels ou médicaux. C'est quand même abusé, enfin. C'est leur objet. C'est devenu leur objet. Les enfants, c'est pareil. C'est leurs objets maintenant. Et l'État angolais, j'espère que l'État angolais écoute tout ça et derrière fera quelque chose pour sauver cette maman et ses enfants. La gamine, elle va pas rester sur un territoire où elle va aller à l'école. Il ne faut pas qu'elle soit instruite. Pourquoi? Elle est noire, elle n'a pas besoin d'instruction. Va savoir ce qui se passe avec le petit garçon. Est-ce qu'il va vraiment à l'école? Personne ne sait. Et ça, c'est la protection de l'enfance. Vous savez, il y a une chose ici qui est très importante, c'est que toute cette mafia se comporte de manière vilaine et criminelle. Et en même temps, nous sommes confrontés à nos diplomates qui doivent agir de manière diplomatique. Mais ils ont une spécialité, c'est de prendre les documents, c'est de prendre en otage les documents. Ils ne jamais permettre qu'une action juridique soit hâtée pour que nos ambassades puissent récupérer ces documents et faire quelque chose de manière juridique. Et tant qu'eux se comporteront comme ça sera très difficile pour nos diplomates, nos ambassades, de pouvoir faire quelque chose. Parce que s'ils rentrent dans un conflit diplomatique juste par nos paroles, c'est l'État français qui va s'offenser parce qu'il n'y a pas de documents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils maintiennent les gens loin du système juridique, refusent les plaintes, tapent la femme ou alors font des faux documents sur nous, envoient ça, nous traquent en silence, nous pétrissent. Et quand on va se plaindre à l'intérieur, au sein de nos gouvernements de pays d'origine, ils n'ont rien, comme on dit, à se mettre sous la dent parce qu'ils ont pris soin de garder tous les documents et d'interdire la police d'atter une plainte. C'est trop. C'est trop. C'est ce que j'appelle le comportement barbare. Parce qu'en fait, la gamine, quand elle était à l'hôpital, elle a forcément des traces. La gamine, si elle est placée en ce moment à l'ASE, plus que là, elle est à l'ASE, elle n'est pas avec sa maman, il y a une trace du placement. Donc, l'État angolais va pouvoir retrouver tout ça.
S'il y a des plaintes, la plainte, on va pouvoir retrouver tout ça, Hilda. Donc, il n'y aura pas… ces histoires-là ne vont pas rester comme ça. On va tout retrouver. Là, il faudrait que l'ambassade elle intervienne pour récupérer les documents. Je crois que l'ambassade, il va falloir qu'on interpelle l'ambassade là pour qu'elle récupère tous ces documents-là. Hein. Et c'est pour ça qu'il est important de faire cette vidéo d'aujourd'hui pour derrière interpeller l'ambassade et demander à cette ambassade d'aller récupérer ces documents-là. Parce que ça ne peut pas rester impuni. Et la gamine, elle va pas… il faut que la cour se justifie. Oui, mais c'était justement pour cette raison que quand d'un côté, la ZEU a accompagné la petite après le viol, on a établi par le médecin qu'elle a bien été violée et bien pétrie comme il faut, à côté, ils ont accepté la plainte, mais en même temps, ils ont fait pression à la ZEU qui a gardé la plainte. Ils ont mis la petite à l'hôpital psychiatrique 3 mois pour le faire passer pour une cinglée. Regardez jusqu'où ils vont dans la perversité. Alors, ils ont fait ça. Je te rappelle qu'elle a 14 ans. Donc, son témoignage là de ce soir, il est important. Son témoignage, s'il y avait des choses cachées, on va tout découvrir là. Là, le but, c'est que son témoignage qu'elle fait aujourd'hui, on puisse derrière alerter l'ambassade de l'Angola. On pourra même montrer cette vidéo-là pour que derrière, ils aillent chercher les informations. Ça ne peut pas rester impuni. Ce n'est pas possible. Et justement, c'était juste, je pense que c'était d'ailleurs pour ça que Daniela a eu l'intelligence de vouloir témoigner. Pourquoi? Parce que aller à l'ambassade personnellement et dire des choses, c'est une chose. Mais quand elle vient dans une chaîne comme celle de Christophe et qu'elle parle, on prend quand même conscience que voilà, là, c'est comme une preuve, un document pour donner à l'ambassade de l'Angola, ici à Paris, que peut maintenant avoir les moyens matériels de demander une enquête et justement de demander de manière à ce qu'on le donne ces documents. Et ça, c'est un travail extraordinaire. Daniela était d'un courage hors du commun, hein, parce qu'ils se sont gardés de garder tous les documents. Et vous comprenez qu'on parle de la diplomatie, ils ne peuvent pas attaquer sur la base des dires. Mais venir dans la place publique et témoigner, ça fait office de foi. Donc, du coup, là, ils ont de quoi se mettre sur la dent, comme on dit dans le français populaire. Et Daniela était très courageuse. Ça peut être utile, un témoignage comme ça. Pardon? Si ça peut être utile, un témoignage comme ça. À partir du moment où on l'envoie à l'ambassade, pour qu'il sache, pour qu'il puisse intervenir, ça peut amener des résultats. Tu n'entends rien? Je n'écoute rien. Esperanza, est-ce que tu as les copies des plaintes ou des papiers de l'hôpital de Daniela? Les copies de quoi? De l'hospitalisation de Daniela ou les plaintes? Parce qu'il y a quand même eu des documents d'entrée et des documents de sortie de l'hôpital. J'ai seulement un ancien, j'ai donné à l'ambassade, un seulement de Mélin. De là, je n'ai aucun papier. Même de la police, même de qui ce soit, j'ai demandé ça aujourd'hui chez les médecins. On m'a dit, on va des logements, on m'a dit, on va envoyer courrier demain. On va envoyer le courrier demain. J'avais demandé ça hier. On va envoyer le courrier demain. Il n'y a pas encore le courrier.
Mais de mélange, j'ai déjà ça. Et de Saint-Georges, voilà, je n'ai pas aucun papier. Parce que là-bas, on devait les renvoyer à la clinique. C'est grâce à la consulaire d'Angola qui a demandé, qui a appelé là-bas, ils ont dit non, on va ramener à la clinique. On devait les faire sortir. La Z disait que non, on va les transférer à la clinique. Clinique pourquoi? Elle n'est pas guérie. C'est moi qui ai insisté avec les médecins. Les médecins vont envoyer ma fille à la clinique. Laisse ma fille pour sortir de l'hôpital. Le docteur aussi a compris, dit non, d'accord, Madame Boueto, on va mettre notre enfant libre, la liberté. Mais le docteur a dit ceci, que tous les documents, il a remis chez la Z. Christophe, là, ils sont en train de dissimuler des choses. Daniela, est-ce qu'on t'a fait avorter? Parce qu'il prenait des pilules, un allongement, pilules, diazépam avec respiridone. Pourquoi on lui donnait des pilules s'il n'avait pas de copains à l'hôpital psychiatrique? Je ne sais pas. Daniela, est-ce qu'on t'a fait avorter? Non? Elle dit non. C'est bien. Mais on lui donne de la pilule. Elle est à l'hôpital psychiatrique pour se faire soigner, on lui donne de la pilule. Après un viol et 3 mois d'hospitalisation. Alors non, mais là, c'est trop. C'est une gamine. Elle dormait le soir, elle s'est réveillée à 4 heures de l'après-midi le lendemain. Non, mais en fait, je suis choquée. Ça se passe en Île-de-France. Ça se passe en Île-de-France. Je trouve ça scandaleux. Vous savez, l'État angolais n'acceptera jamais ça et ne fermera jamais les yeux sur tous ces dysfonctionnements. Ils ont été très fins de toujours nous traquer gratuitement sans aucun document. Mais à partir du moment qu'on a su mettre des mots sur les faits, c'est quelque chose que l'État angolais ne laissera jamais passer. Comment une gamine, on l'hospitalise 3 mois en psychiatrie, après avoir subi des viols, ensuite, on garde tous les documents, on lui donne de la pilule au sein de l'hôpital psychiatrique, elle s'endort dans l'après-midi, se réveille le lendemain l'après-midi. Non mais attendez, c'est normal ça? Et puis on les met aussi dans une chaise, on a mis les quoi? Les filles. Colentada, con cadera. On l'a enchaîné sur une chaise. On l'enchaînait souvent sur les chaises. Tu entends, Christophe? Quand je te dis, la traite d'être, elle n'est pas finie. Hein. C'est la traite d'être humain et ça se passe en France. On est ça. Elle, qu'elle est victime, on l'enchaîne. Quand ils l'ont à Longjumeau. À Longjumeau, à Sainte-Geneviève. À Sainte-Geneviève, à Sainte-Geneviève, dans les sols. La clinique, je les avais appelés pour demander les nouvelles de la gamine. Donc, ils l'ont enchaîné. Va savoir quel type de choses on fait avec elle. Va savoir si elle a même été violée dans l'hôpital psychiatrique, plus qu'elle était dopée avec des médicaments, dont le Risperdal, du Valium et du Terralène. Répétez tout ce que vous avez dit parce qu'il avait des coupures et on n'a pas entendu. Répète tout, s'il te plaît. Je disais qu'elle a été enchaînée et va savoir si elle n'a pas été violée dans l'hôpital psychiatrique, vu qu'elle était dopée avec du Valium, du Risperdal et du Terralène. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que si c'est dans un hôpital psychiatrique, il y a forcément des fous, puisqu'en fait, dans leurs hôpitaux-là, ils sont tous mélangés. Jeunes, vieux, etc., dans leurs hôpitaux-là. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la gamine quand ils l'ont enchaînée. Et c'est ça la question.
L'État français ne peut pas nous traiter comme ça, Christophe. Nous, on ne traite pas comme ça les compatriotes étrangers chez nous, et encore moins les Français, enfin. On pensait qu'on devait vivre respectablement comme ils vivent chez nous. Et c'est pas acceptable, on n'est pas des animaux, enfin. Enchaîner nos gosses comme ça, les violer des années, les mettre à l'hôpital psychiatrique, les déscolariser, elle a grossi de 15 kilos. Hein? On prend les documents en otage, on garde tout. Et on regarde nos ambassadeurs, nos diplomates comme des incapables, des incapacités. Regardez jusqu'où ces réseaux est malsain, il est criminel. Regardez le vice. C'est quand même incroyable, enfin. C'est comme une ménagère qui va au marché, achète de la marchandise, mais arrive à la maison, hein, elle n'a pas du feu pour cuisiner. C'est ce qu'il y a. C'est ce qui se passe avec nos diplomates. Ils savent qu'il a un problème, mais n'ont aucune matière en main pour pouvoir nous défendre. Alors, là, ils ont de la matière, les organismes. Il y a des hôpitaux où elle a été internée, il y a de la matière. Ne dit plus qu'ils n'ont pas de matière. Il y a de la matière. C'est vrai que Esperanza, elle n'a pas de la matière, elle n'a pas la matière, mais là, cette vidéo, le but est de récupérer justement cette matière. Donc, c'est là où les Congolais aillent à l'hôpital de Longjumeau récupérer les documents. L'hôpital de Sainte-Geneviève-des-Bois récupérer des documents et récupérer des documents à l'ASE et ainsi qu'au commissariat où l'ASE a porté plainte. Il y a des documents qui existent, il faut les remettre. C'est tout. Christophe, c'est un mot de fin. Là, ça fait une heure coupée, je ne sais pas. Vous avez encore 10 minutes. D'accord? D'accord. Et pour chez l'avocat, parce que moi, j'ai demandé l'aide juridictionnelle. Ici, chez nous, à Mélin, l'aide juridictionnelle, on a dit non, Madame Boueto, on ne te remet pas l'aide juridictionnelle. Non, ce n'est pas autorisé. Alors, je crois que l'aide juridictionnelle, c'est pour les Français. Non, c'est pour tout le monde. Moi, je ne travaille pas. J'ai droit, mon avocat dit j'ai droit à l'aide juridictionnelle pour les enfants. Ce que je sais, hein, c'est l'aide juridictionnelle. Christophe, peut-être tu vas me dire, c'est pour les personnes, en fait, c'est les personnes qui ont la nationalité française. Je suis pas sûr. Je suis pas certain de ça. Non. L'aide juridictionnelle est pour toute personne, même un clandestin qui est en France, qui a besoin de se faire défendre. Il peut demander l'aide juridictionnelle. Mais dans des cas comme le nôtre, ils vont systématiquement refuser parce que c'est une façon de ne pas vous donner accès à l'avocat. C'est juste pour ça. Mais l'aide juridictionnelle est pour tout le monde. Alors, par le canal de cette vidéo, j'espère que l'ambassade de l'Angola m'entend. Là, Esperanza a besoin d'un avocat qui sera commis d'office par peut-être l'Angola. Il faudrait que cet avocat soit mandaté par le consulat ou l'ambassade de l'Angola pour l'aider. Parce que s'il lui refuse l'aide juridictionnelle, l'ambassade doit lui fournir un avocat commis d'office. Non, l'ambassade dit ici que non, il faut qu'il n'y ait pas encore notre avocat de quoi? De l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas un autre avocat avec l'avocat de l'ambassade, on mélange, on va aller l'aider. Ils seront là-bas les deux personnes. Les deux avocats qui vont être là-bas. Parce que les droits des enfants, ils vont dire non, tu vas prendre des enfants au mois de 2025. Ça, c'est impossible. Quand est-ce que l'ambassade a dit ça? Moi, c'est le mois de février. 2024, vous n'êtes pas des Français. Non, la gamine ne va pas. Le gamin, on ne pas s'il va à l'école. Moi, j'ai des doutes. Hein. Moi, j'ai des doutes que ça aille jusqu'en 2025 ou plus.
ce qu'on est en train de... Il faut vraiment que l'ambassade de l'Angola se mêle à ce dossier-là, essaye de trouver une parade pour vous sortir de là et vous renvoyer en Angola. Parce que vous rester sur le territoire français dans ces conditions-là, moi, je pense que c'est assez lourd, quoi. Moi, je ne pourrais pas. L'enfant ne veut pas rentrer. L'enfant ne veut pas rentrer. Daniel ne veut pas rentrer. Daniel ne veut pas rentrer en Angola? Non. Ça va être compliqué. Ce n'est même pas ça le problème, Gladys. Le problème, c'est que l'État français doit nous traiter avec respect. Moi, je me suis entretenue avec un de mes vice-consuls et lui, bien sûr, attend comme ma plainte, comme la plainte d'autres Angolais qu'il a déjà reçue. Et j'en reste extrêmement convaincue qu'aujourd'hui, ils ont suffisamment de maturité pour comprendre que tout ça est vrai. Et ils vont pouvoir régler tout ça. Parce qu'il faut savoir que, comme vous pouvez voir, cette perversité, ces hommes se retrouvaient avec des personnes qui se plaignaient, à l'occurrence moi-même aussi, de mauvais traitements, mais sans aucun document officiel. Parce que, comme tu vois, ils se gardent bien de garder tout ce que peut faire matière. Et c'est grâce justement à toutes ces interventions de vidéos avec Christophe et quelques documents d'Espéranza, et je suppose qu'elle va apporter d'autres documents, qu'ils peuvent maintenant agir. Mais moi, je reste convaincue, et moi, je connais bien, je suis angolaise, quand l'État angolais prendra conscience de cette histoire à 1000%, parce que ces réseaux, ils ont encore des gens derrière qui racontent et qui essaient de tenir les ficelles. Quand ils comprendront tout ça, je pense que ça sera le plus grand conflit diplomatique. Il n'y aura pas de négociations. L'État français ne peut pas nous traiter comme ça. Parce que nous ne le traitons pas comme ça dans nos pays d'origine et dans notre continent. Et ça doit cesser. On demande le respect et le droit de la libre circulation. Et c'est quelque chose qu'ils vont devoir hâter, mettre en pratique et se tenir, comme nous faisons avec eux dans nos pays. Donc, ça pourrait être presque le mot de la fin, par rapport à notre session d'enregistrement. Qu'est-ce que tu en penses, Gladys? Oui, ça peut être le mot de la fin. Donc là, on demande de l'aide à l'ambassade de l'Angola, venir en aide à Esperanza et ses enfants qui trouvent une solution pour que l'État français mette les choses en ordre et arrête de faire subir à cette maman ce qu'ils lui font subir en ce moment avec ses enfants. Donc, que l'ambassade de l'Angola lui vienne vraiment en aide à elle et ses enfants. Donc, voilà. C'était mon mot de fin. Ok. Je vais envoyer le générique de fin, mesdames. D'accord? Et je vous enverrai le lien de l'émission dès demain matin. D'accord? On fait comme ça? En espérant que cette vidéo aura un usage qui servira Esperanza et Daniela. D'accord? Ok. On se dit bonsoir. Bonsoir. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci à vous aussi.